Attention, cette vidéo vous propose une vision différente, son but est de lancer la discussion, pas d'émettre un avis fermé. Imaginez, et si on renversait les choses dans un monde absurde? Et si lorsque vous achetiez une baguette, votre boulanger vous indiquait «Ah non, ici on ne prend pas les espèces»? C'est peut-être pour bientôt. Il y a peu, un de nos ministres proposait la disparition de l'argent liquide, c'est une arlésienne qui revient régulièrement en Europe, ce serait pour éviter le trafic de drogue, paraîtrait-il, parce que dans un monde sans espèces, chaque paiement laisse finalement une trace, un petit ticket numérique, bien rangé, bien daté. Cette volonté, c'est la même officiellement qui conduit les politiques de réglementation actuelles en France et en Europe autour des crypto-monnaies. Alors nous, chez Alira, on vit blockchain et on les voit devenir de plus en plus encadrés, voire empêchés, ce qui peut légitimement nous faire poser des questions sur l'impossibilité des transactions privées dans un futur proche. Cette vidéo, c'est l'occasion d'inaugurer un nouveau format que je vais nommer Crypto Réel pour essayer de relier les cryptos au tangible dans des sortes de biais de réflexion personnels qui n'engagent que moi et aucunement les autres membres d'Alira. Dans cette vidéo, on parlera cash, crypto et surveillance, en tentant de mettre en perspective le bien fondé des règlements actuels, c'est pas une chose facile. Allez, un peu de contexte. Si l'interdiction du cash en Europe n'est pas encore pour demain, bien qu'on ait déjà plus de gros billets en circulation, commençons par examiner la situation des réglementations dans le monde des blockchains. Comme le souligne Alexandre Sachenko dans son récent post, il existe une certaine incongruité dans les directions européennes concernant les transactions crypto. D'un côté, les blockchains gardent trop d'infos, et sur ce sujet-là, je vous invite à voir la vidéo de la semaine dernière de Camille Delponte pour en savoir plus, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Bref, les données personnelles on-chain, c'est ciao, mais du coup, est-ce qu'on stockerait pas les données cryptées intégralement anonymes? Bah non, parce que de l'autre côté, avec le nouveau règlement anti-blanchiment qui démarre en 2027, l'Union Européenne a déclaré la guerre aux crypto-monnaies anonymes. Fini les mixeurs, les blockchains anonymat comme Monero, Zcash, les wallets privacy, le secret pool cher à Vitalik, c'est terminé, et si vous ne comprenez pas ce que c'est, il y a forcément une formation chez Alira qui vous correspond. Les prestataires de services crypto ne pourront plus gérer des comptes anonymes ni de portefeuilles confidentiels, et même chaque transaction crypto dépassant les 1000 € chez les échangeurs centralisés devront faire l'objet d'une vérification d'identité. Ces deux éléments ensemble, données en clair, données cryptées, font que finalement on comprend que c'est l'entièreté du monde des blockchains qui est pris pour cible. Sous couvert de sécurité pour l'utilisateur, c'est ici sa liberté qui est contrainte. Donc du coup, on va surtout aborder ici la question de l'anonymat, qui est le point sur lequel j'avais envie de revenir, parce qu'elle est intéressante de mon point de vue, et elle rejoint complètement les problématiques énoncées au démarrage avec le cash. L'objectif public de l'interdire, c'est encore une fois d'empêcher le blanchiment d'argent, les transactions illicites ou non déclarées. Et ce, dans un contexte où on le rappelle quand même, les cryptos sont moins utilisés pour illicites que la monnaie traditionnelle. Mais en vrai, soyons réalistes, est-ce que c'est même possible de contrôler complètement billets BTC? C'est un petit écart qu'on fait, mais juste imaginez. Va-t-on confisquer ces billets à Mamie Madeleine et son bas de laine? Dans un monde où certes le cash perd du terrain mais représente encore plus de 40% des transactions, et où les outils dématérialisés ne brillent pas tous par leur inclusion financière, compliqué. Et côté blockchain, comment on peut m'empêcher finalement d'utiliser un réseau décentralisé sans organe de contrôle, résistant à la censure? Mon fournisseur d'accès à Internet pourrait-il vraiment compromettre la neutralité du web? Mais alors, si c'est possible de se passer du contrôle de l'État et de tout ce que ça implique, notamment au niveau de taxation, pourquoi je n'utilise pas uniquement des cryptos? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tous collectivement? Ce serait génial, non? Et pourquoi l'Europe et l'État français s'y opposent-ils si fermement? On va aborder donc sérieusement cette interdiction du chiffrement. Être pour ou contre, c'est souvent le point de départ d'une réflexion plus large. Quel est le modèle économique de la société que nous désirons? Rien que ça. Il existe en économie, pour simplifier évidemment, un clivage important qui se dessine entre les partisans d'une liberté économique totale et ceux qui préconisent au contraire un contrôle économique fort. Et je pense autant à mes connaissances qui ont choisi de se débancariser complètement qu'à mes relations aux fonctionnaires. L'État-providence est-il une forme d'asservissement? Les libertariens sont-ils simplement des égoïstes? Je partageais des pistes de réflexion et on pourra en discuter sereinement dans les commentaires. Ce sera un espace qu'on veut le plus propice possible au dialogue. Mes points se concentreront principalement sur la France, en nous limitant aux aspects économiques et au chiffrement. Ce n'est pas un sujet strictement nouveau, on le voit souvent discuté en France, notamment par Jacques Favier et ses notes de blog sur la liberté spinoziste par exemple, ou encore avec de la controverse par des auteurs qui disent non à la crypto. Mais la nouveauté de la cryptographie pousse d'autant plus la réflexion, vous allez comprendre. Dans un pays dont le premier mot de la devise est liberté, il est de bonne loi de mettre du respect sur ce terme.
Bien entendu, la liberté ne peut s'exprimer que sous certaines contraintes. On ne tue pas son voisin car on s'est fixé des règles. À l'échelle collective, on appelle ça finalement le contrat social, à la Rousseau. Ce contrat social ne peut être validé par les individus que s'ils y adhèrent, et si cette liberté est aussi faite respecter. D'ailleurs, on a de nombreuses institutions qui y veillent, comme la CNIL sur les questions de liberté informatique. Cette liberté, elle est moralement précieuse. La défense des libertés fondamentales, comme celle d'utiliser des protocoles de chiffrement, elle est nécessaire. Nous avons de nombreux exemples de journalistes et de lanceurs d'alerte qui ont pu agir plus sereinement grâce à ces outils. Même dans le monde de l'entreprise, rappelons qu'en France, plusieurs outils de chiffrement, aujourd'hui largement utilisés dans le e-commerce, l'HTTPS pour ne pas le citer, étaient interdits avant 1996. Bref, d'autant plus qu'avec la recrudescence des enlèvements dans la crypto et la règle de garder nom, adresse et adresse crypto des utilisateurs des CASP, c'est aussi un enjeu de sécurité individuelle, mais c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être une prochaine fois. Du côté des monnaies, de nombreux pays ne possédant pas leur propre devise ou alors confrontés à une inflation incontrôlée ont vu leur population adopter massivement des monnaies hors des monopoles d'État. Enfin, interdire l'usage d'un code disponible sur la blockchain, je repense évidemment à Tornado Cash, que l'on peut intégralement vérifier et utiliser en toute conscience, semble totalement aberrant. Interdire l'outil plutôt que l'usage, c'est émettre une suspicion de culpabilité à l'achat d'un couteau. Cette question devrait être finalement évidente pour beaucoup d'entre nous, donc je ne vais pas plus m'y attarder, mais finalement, tout aussi évident que ça puisse être, il peut y avoir quand même du débat. Car c'est une notion qui s'oppose parfois à la liberté, on doit réfléchir égalité. Au centre de notre devise, elle signifie économiquement vouloir moins de personnes en situation de précarité et donc moins de personnes ultra riches aussi. Ce qui fait forcément revenir sur les principes de la mutualisation et de l'imposition. Parce que si la plupart des États souhaitent garder un contrôle fort sur la monnaie, c'est aussi théoriquement pour s'assurer de la gestion des prélèvements obligatoires et du financement de ce dit État. La société française valorise la mutualisation des richesses pour faire en sorte de créer une vie plus douce pour chacun. On ne naît pas tous sous la même étoile, comme dirait Hayam, les déterminismes sociaux sont forts et les différences de capital économique, social et culturel, S.O. Bourdieu, font qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances. La mutualisation des richesses semble être souvent une solution. L'objectif, c'est de permettre à tous de s'épanouir, de se grandir par l'éducation, par la culture, se soigner dans de bonnes conditions, sans crainte du lendemain, sans avoir à finir derrière un atelier de création de maître, mais aussi parce que ça parle à certains d'avoir une défense intérieure et extérieure qui protège les droits, les propriétés et justement les libertés. On est donc OK, en général en France et dans la plupart des pays du monde, pour une certaine forme de mutualisation qui doit amener ce sentiment d'avoir tous les mêmes chances, de n'être tous libres et égaux en droit et en devenir. Ça passe souvent par l'imposition qui permet le financement de tous ces services publics. Et donc cette imposition, ça reste quand même une contrainte. Telle qu'on construit notre société, cette contrainte doit avoir l'adhésion de ceux qui vont la respecter. Car le peuple reste souverain et réfléchir à quel point on veut cette mutualisation, ça a du sens. Surtout que cette souveraineté populaire, elle peut s'exprimer et avoir une action concrète. Récemment, on a vu un cas assez intéressant, l'abaissement des seuils à partir desquels la TVA était due pour tous les indépendants. Ça a été fait avec peu de concertation et elle a semblé hors des réalités des micro-entreprises, ce qui a entraîné une levée de bouclier et un report de la loi. Bon, évidemment, c'est un cas qui illustre le pouvoir du peuple. Je ne citerai pas tous les exemples qui illustrent son impuissance. Du coup, le peuple doit s'exprimer, mais il est pour tous souvent très difficile de se placer sur une idée tranchée. Mutualisation et contrôle versus liberté économique. C'est d'ailleurs là tout l'intérêt de cette vidéo, ouvrir le débat. C'est assez logique. On entend tout et son contraire. Il est en France coutume d'affirmer que la pression fiscale est excessive, qu'il serait de bon ton de la baisser, quitte à se retrouver souvent dans un discours incomplet qui cache la redistribution des prélèvements obligatoires, qui ont pourtant pour but d'augmenter l'égalité, un des fondements de notre société. On y revient. Mais ne vous inquiétez pas, même les pays taxant le moins taxeront toujours pour trop pour certains, et quand on essaye d'assurer sa position en se comparant à d'autres pays, on trouve des dizaines de métriques qui disent tout et son contraire. Allez, parce que j'aime bien le classement du bonheur des populations. En théorie, l'objectif des orientations politiques, c'est d'augmenter le bonheur des populations gouvernées, notamment par l'obtention des moyens économiques, augmentant leur confort de vie, et l'espoir d'avoir toujours une vie meilleure. Mais à partir de ce classement, savoir s'il faut plus ou moins de cette mutualisation, trouver des caps clairs, c'est difficile vu la diversité des contextes. Impossible de déterminer une orientation qui permettrait à coup sûr d'augmenter le bonheur des administrés. Bref, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, et nos théories de liberté économique versus mutualisation doivent sûrement pas être absolutistes. La seule chose que l'on peut souhaiter sûrement, ce sont des lois qui soient cohérentes en fonction des objectifs énoncés. Et donc la cryptographie dans tout ça, Cyril, tu veux en venir où? Si je parle de l'imposition et de la mutualisation, c'est bien parce qu'à terme, autoriser complètement les outils de chiffrement et une liberté totale sur l'usage de la monnaie,
c'est intrinsèquement accepter la perte de contrôle d'un État sur l'économie de son pays. Allez, si tout le monde mixe ses Ethers et les utilise directement pour payer des biens et des services dans un monde en full crypto, qui saura récupérer quoi à qui? Comment calculer l'imposition? Comment calculer la TVA, la CRDS? C'est la DGFiP qui va pas être contente. Imaginez votre commerçant recevoir les paiements en Monero parce qu'enfin, tout le monde a compris qu'on peut s'exonérer de nos devoirs par la confidentialité. Et d'un coup nous vient la question, mais comment l'État crée les finances qui lui permettent d'organiser la société? Bon, on en est loin évidemment, mais ce sont nos choix en tant que société qui vont pousser les modèles suivants. Et peut-être que cette vision utopique, ou dystopique, selon votre point de vue, sera ce qui arrivera dans 100 ans. Et alors il faut créer un cadre, réglementer et empêcher la propagation de ce modèle, ou alors le laisser fleurir et s'épanouir. Interdire, contraindre cette liberté, c'est peut-être le moyen de garder l'espoir d'un modèle social que nous connaissons et qui résiste à la révolution des monnaies anonymes. Allez, en conclusion, en partant de cette idée de contrainte auquel on adhère, notamment sur ce choix d'une interdiction ou non des outils crypto, on se rend compte que c'est carrément les modèles de société que l'on commence à questionner. Si Bitcoin permet de s'échapper des banques et des systèmes étatiques, ce sont les outils de confidentialité qui amènent avec eux le plus gros potentiel de changement de notre monde, de mon point de vue. En tout cas, tant qu'il est difficilement possible, lire impossible de concilier anonymat et mutualisation. Bien entendu, on ne peut pas considérer que les banques et les organes de contrôle actuels soient parfaits pour valider cette mutualisation. Mais bon, bref. On doit se poser la question suivante. Quel modèle de société voulons-nous? Et dans ces cas-là, le mieux en général, c'est de demander directement au peuple, qu'on souhaiterait au mieux informer ce qu'il souhaite de son avenir. Ce serait pas mal de mettre en place des outils de gouvernance directe. Ça tombe bien, dans la blockchain, justement, on a tout un secteur de la gouvernance avec les Decentralized Autonomous Organization. Alors, vivement France DAO, pour toujours plus de liberté et d'égalité, et des réglementations plus lisibles et plus cohérentes, avec du cash, des cryptos et des impôts. C'est ciao!